Merci à tous pour votre présence. Étienne Delorisson, je travaille pour Aéroport de Paris et membre du réseau ENAC Alumni comme un certain nombre d'entre vous ici. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venus aussi nombreux pour cette première table ronde sur les biocarburants d'aviation durable. Vous rappeler en quelques mots, et je laisserai ensuite tout le temps à Mathilde et aux différents intervenants de nous expliquer un peu de quoi il en retourne. Le réseau ENAC Alumni est un réseau de l'École nationale de l'aviation civile qui a été déployé au sein d'Aéroport de Paris il y a quelques semaines, il y a quelques mois, donc fin 2022. Nous avions ambitionné de faire une table ronde pour les ENAC Alumni d'Aéroport de Paris et en discutant avec les uns et les autres, on s'est rendu compte que c'était un sujet qui pouvait intéresser beaucoup plus de personnes. Donc on a décidé de l'ouvrir avec Pierre Abraham aux différents salariés d'Aéroport de Paris, d'où la raison de cette conférence. La vocation de ce réseau, c'est de faire un lien entre ENAC à Toulouse et Aéroport de Paris, à la fois pour que les étudiants de l'école puissent avoir des points de contact et des points d'entrée un peu plus identifiés au sein de l'entreprise, et également pour l'entreprise d'être plus au courant, plus à jour sur les différentes formations qui peuvent exister, et vraiment de créer un pont entre à la fois l'école et l'entreprise. Conférence sur le SAF, un thème bien d'actualité, une conférence qui avait eu lieu à peu près sous le même format il y a quelques mois aux États de l'Air, la DGAC, en septembre dernier. Donc, je tiens vraiment à remercier nos 4 intervenants pour leur présence ce soir et je laisserai Mathilde les présenter plus en détail. Et remercier également les différentes directions d'Aéroport de Paris qui ont sponsorisé cet événement, en particulier Justine Coutard de l'aéroport d'Orly, Régis Lacotte sur Roissy, Yanaël Billard de la direction du développement durable et Géraud Rabani de la direction de la communication. Donc c'est grâce à eux si ce soir vous serez nourris en fin de conférence. Merci également pour les représentants compagnies aériennes et assistants en escale qui nous font l'honneur de leur présence, qui vont représenter la communauté aéroportuaire. Alors, on n'a malheureusement pas pu élargir la conférence beaucoup plus largement en raison notamment des délais qui nous tenaient. Mais voilà, en tout cas, merci à tous pour votre présence pendant la conférence et je laisse la parole à Mathilde. Je crois qu'on a raté une toute petite introduction de Yanaël. Je te passe la parole. Yanaël Billard, ADP, pas membre du réseau ENAC Alumni, comme j'espère certains d'entre vous, sinon je vais me sentir un peu tout seul ce soir. C'est pas grave, je suis pardonné. Merci Pierre, c'est gentil. Et j'ai triché, j'ai pris des anti-sèches. Vu que Étienne, tu m'as lancé un défi. Voilà. Donc tu m'as dit qu'il fallait faire drôle, voilà. Que c'était en Audiovision, j'ai cru comprendre que tu partageais sur YouTube, TikTok et que tu espérais faire plus de vues que la cérémonie d'ouverture des JO à Paris. Donc c'est parti. Alors, non, en introduction un peu plus sérieusement, et il y aura quand même des bêtises, sinon ça ne va pas être drôle. Je rappelle quand même un mot sérieux, c'est l'impératif de décarbonation du transport aérien. J'enfonce, je pense, des portes ouvertes, sinon vous ne seriez pas là ce soir. Je rappelle néanmoins cette évidence. La décarbonation du transport aérien s'inscrit dans un contexte climatique particulièrement préoccupant. Vous connaissez certainement le référentiel du GIEC, du groupe d'experts pour le climat, qui nous annonce des augmentations régulièrement, et encore il y a 2 semaines un nouveau rapport, des températures qui ont déjà allègrement dépassé le plus 1 degré d'augmentation par rapport à l'ère pré-industrielle. Il nous rappelle également ce qui devrait être la cible du plus 1,5, voilà, qui est quand même assez fortement compromise, et des trajectoires tendancielles qui nous mènent bien au-delà avec des conséquences assez dommageables, voire très dommageables. Donc tous les secteurs se doivent d'agir, aussi bien à un titre économique, les secteurs d'activité économique, mais également les particuliers. Et puis bien évidemment, le secteur du transport aérien ne fait pas abstraction du fait. Il y a des bonnes nouvelles également. Une des principales, c'est les engagements politiques qui s'accélèrent et qui sont au rendez-vous. Alors je ne vais pas vous faire un grand cours, il y en aurait trop à citer. Je vous en cite un seul, le plus récent en date, l'engagement pris à l'OACI, donc une branche de l'ONU pour l'aviation civile, alors le terme est un peu jargonneux, ça s'appelle les LTAG, Long Term Aspirational Goal, donc les objectifs souhaitables de long terme en matière de décarbonation du transport aérien. Et donc la dernière assemblée générale de l'OACI, ça devait être en octobre, si ma mémoire est bonne, de 2022, nous annonce une ambition de neutralité carbone du transport aérien aviation civile mondiale pour 2050. Alors dans la neutralité carbone, il reste certes un petit peu de compensation carbone, mais néanmoins beaucoup de mesures de réduction physique à la source des émissions de CO2, selon une classification qu'on appelle usuellement le panier de mesures. Voilà, vous avez différentes mesures, certaines qui touchent aux opérations au sol,
qui sont bien connus de la plupart d'entre vous, notamment de ceux qui travaillent par exemple sur Green Orly ou leurs équivalents à CDG ou au Bourget, mais également une mesure emblématique, la principale mesure en volume, que sont les carburants aéronautiques durables. Alors je le fais tout de suite, ça évitera aux co-speakers de faire l'erreur. Donc les SAF, voilà, SAF en anglais, Sustainable Aviation Fuel. Donc si on jargonne tous et qu'on vous dit SAF, c'est les carburants aéronautiques durables. Okay. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu d'intéressant à vous raconter sur cette base-là? Oui, donc les SAF, c'est le premier pilier de décarbonation, de loin dans ce panier de mesures. C'est de toute évidence celui qui pèsera au moins 50% de l'effort de décarbonation en 2050 par rapport à une trajectoire où on ne ferait aucun effort. C'est au moins la moitié des efforts, voire plus selon les scénarios. Ce panier de mesures, alors pour tout vous dire, ça m'a fait penser... Vous allez voir à quel point j'ai l'esprit tordu parfois. Ça m'a fait penser au panier de Pâques. Voilà, c'est peut-être le concours de dates. Donc un petit panier, on va aller chercher nos œufs de Pâques. Donc je vous ai fait tout un tas de métaphores. J'espère que vous allez aimer avec les œufs de Pâques. J'y ai mis des efforts quand même, Étienne. En 5 minutes, hein, s'il te plaît, en 5 minutes. Donc les SAF, il y a un enjeu de durabilité. Donc clairement, on n'acceptera pas pour le transport aérien, ni les compagnies, ni les avionneurs, ni les motoristes, je vous laisserai en dire un mot, ni bien sûr les aéroports, des carburants aéronautiques durables qui n'aient pas une bonne performance en termes de durabilité. Okay. Donc, de la même manière que pour vos enfants, vous ne donnez pas de chocolat avec de l'huile de palme, pour le carburant aéronautique durable, c'est la même. Pas d'huile de palme. Voilà. Ouais, je sais, j'ai fait un effort. Merci. En termes de disponibilité, le deuxième enjeu en complément de la durabilité, ça va être la disponibilité de ces intrants. Dans le jargon, on dit souvent des feedstocks. Donc on a besoin de ces intrants pour produire les carburants aéronautiques durables. Ils sont extrêmement convoités par tous les secteurs qui ont besoin de se décarboner. Le transport aérien n'est pas tout seul, bien évidemment, à devoir se décarboner. Et donc de fait, il y a une compétition sur l'accès à la ressource. Heureusement, elle est plusieurs. Il y a plusieurs ressources. Je laisserai les uns et les autres en parler juste après. Et vous avez différentes ressources qui vont être mobilisées par différentes filières. Voilà. Donc vous avez du chocolat noir, du chocolat blanc, du chocolat au lait selon vos préférences. Dans le SAF, ça s'appelle de l'EFA, de l'alcool to jet, du biomass to liquid, du power to liquid, et j'en oublie peut-être quelques-unes. On pourra vous expliquer tout ça si vous avez des questions juste après. Il y a un enjeu de coût, bien évidemment. Si le carburant aéronautique durable était au même prix que le kérosène, ça irait certainement plus vite. On entend régulièrement des chiffres qui nous parlent d'un facteur 3, d'un facteur 4, voire parfois certains disent 5, j'ai même entendu 6. C'est sans doute exagéré, entre le coût du carburant aéronautique durable et son équivalent fossile, le JT1. La réalité aujourd'hui semble être plutôt autour d'un x2, voire même peut-être un petit peu moins. Néanmoins, ça reste quand même extrêmement onéreux pour les compagnies aériennes dans leur PNL. Si vous prenez 20-30% d'achat de kérosène, forcément, voilà, si vous faites x2 sur ces coûts-là, ça va être un coût compliqué à absorber. Je vous avais prévu quelques chiffres également. On a fait les calculs pour ADP. Alors là, c'est la minute où je vous assomme de chiffres et après, promis, on arrête. Alors, un premier chiffre qui était les volumes de carburant aéronautique durable qui ont été commercialisés en France, donc pas que sur nos aéroports, en France, en 2022, on est sur 30, alors j'ai mis tout en tonnes pour que ce soit plus simple, 33 000 tonnes. Donc 33 000 tonnes commercialisées l'année dernière. Voilà. Sur les 33 000 tonnes, on a 2000, j'ai dû me tromper, ça ne marche pas du tout mon calcul. Ah si, c'était en litres. Mais on a à peu près un peu moins de 2 qui viennent du Bourget, de la commercialisation, pour être précis, par Total Energy. Par Total Energy, je vous expliquerai très brièvement après le fonctionnement au Bourget. Mais donc vous avez à peu près, sur les 33 000, vous en avez à peu près 2 000, un peu moins, qui viennent du Bourget. Donc ce qui est quand même tout à fait significatif, si vous le rapportez à l'échelle nationale. Et puis on a fait l'exercice de se projeter à horizon 2050 sur les volumes dont on aurait besoin pour la décarbonation des seuls aéroports parisiens. Là, on passe plutôt sur 6 millions de tonnes. Voilà. Donc il y a quand même une petite accélération à assumer entre quelques dizaines de milliers, et puis tout d'un coup, on parle de 6 millions de tonnes. Donc à un moment, il va quand même falloir les produire, ces tonnes, et puis on vous expliquera bien sûr comment. Voici les éléments principaux. Oui, pour préciser donc ce qui se passe aujourd'hui en matière de SAF, avant de parler de prospective, en matière de SAF. Donc il y en a déjà aujourd'hui un petit peu qui circulent. Déjà, vous en avez à CDG comme à Orly. Pourquoi? Parce que en France, depuis janvier 22, vous avez un mandat d'incorporation au niveau national qui oblige les
pétroliers, qu'on appelle les metteurs à la consommation, à commercialiser du SAF, faute de quoi il y a une pénalité. Bon, après, qu'ils peuvent retransférer sur les compagnies et donc sur le passager, passons. Mais il y a cet enjeu, il y a cette nécessité, cette obligation réglementaire, il y a ce mandat d'incorporation. Et donc, de fait, il y a quelques volumes qui passent par batch de temps en temps à CDG et à Orly. Au Bourget, il y en a beaucoup plus régulièrement. Au Bourget, vous avez 3 pétroliers, Total Énergie et WFS notamment. Ces deux-là commercialisent régulièrement du carburant aéronautique durable, avec des blends à 30%, donc vous avez 30% de mélange. Tous les jours, vous avez des vols d'aviation d'affaires, d'aviation générale. Vous avez des vols qui partent du Bourget avec des blends à 30%. On a fait des calculs rapides l'autre jour au Bourget. On est facilement en taux moyen à 5-10% d'emport de carburant aéronautique durable au Bourget. Donc c'est déjà une vraie réalité chez nous que ces carburants aéronautiques durables. Voilà. Néanmoins, c'est que le début. Il faut continuer l'histoire. Donc je pense qu'avec mes collègues, voilà, vous allez avoir les experts en la matière pour vous expliquer tout ça. Je te repasse la main. Merci. Je vous laisse là, pardon. Bien, alors j'espère que vous êtes bien partants pour cette table ronde après cette belle introduction. Merci. Donc, je suis Mathilde Belseur, je suis salariée d'ADP comme la majorité d'entre vous dans cette salle. J'ai eu l'immense plaisir de préparer cette table ronde avec nos invités. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas animatrice, donc je vais faire de mon mieux pour les faire s'exprimer et vous passer tous les messages qui sont venus nous faire passer ce soir. Donc, tout d'abord, je vais me permettre de les présenter pour vous, en commençant par ma droite, par Monsieur Christian Dagneau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Christian Dagneau, vous arrivez ce soir d'Angoulême, merci beaucoup, où vous êtes chef d'exploitation. Vous êtes producteur de grains à destination alimentaire, mais pas uniquement. Vous êtes membre de la Fédération française des producteurs d'oléoprotéagineux. Je me disais que si je le disais sans écorcher, c'était pas mal, donc voilà, j'ai réussi. Vous êtes enfin président de la Chambre d'agriculture de Charente et vous êtes surtout convaincu que la filière agricole peut répondre à l'enjeu de la souveraineté alimentaire et de la production à des fins énergétiques. Et c'est un petit peu ce que vous allez venir nous expliquer ce soir. Vous êtes également venu nous expliquer que le développement des biocarburants, ça nécessite un certain nombre d'actions et donc nous exposer ce dont la filière a besoin pour se développer. C'est à peu près ça ? Tout à fait, vous avez fait le compte. C'est ça. Alors pour être sûr qu'on part déjà sur les mêmes bases, quand on parle d'oléoprotéagineux, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler de quoi il s'agit ? Ok. Ben d'abord, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Voilà, pour essayer de vous apporter ma petite contribution sur l'enjeu qui se présente à nous, à vous tous. Hein. Donc pour répondre à votre première question, donc les oléoprotéagineux, donc ce sont des espèces que l'on cultive dans nos champs en France, mais partout dans le monde. Donc le colza, par exemple, est un oléoprotéagineux, le tournesol, mais aussi le soja, les pois, les févroles. Voilà, donc ce sont des plantes qui sont utilisées en partie pour l'alimentation humaine, mais aussi l'alimentation animale. Et puis aussi, donc on en parlera peut-être tout à l'heure, mais une partie de ces graines que l'on triture aujourd'hui sert à alimenter une filière biocarburant qui est déjà bien en place en France, mais voilà, qui arrive sur un secteur concurrentiel, parce que je vois que la demande est importante. On a retenu les chiffres de consommation future de nos plateformes. Hop, petit... on n'a pas pensé le plan de table comme ça, mais... donc tout à ma gauche, Mohamed Niakaté, bonsoir. Donc vous êtes un peu magicien finalement, puisque vous êtes spécialiste en chimie de la nature. Vous êtes responsable de plusieurs laboratoires vous avez été responsable de plusieurs laboratoires de recherche et d'innovation spécialisés dans les bioénergies. Vous cherchez comment valoriser les ressources biologiques dans différents domaines, comme l'énergie. Et vous êtes aujourd'hui directeur innovation et développement durable chez Bioeconomy for Change, un réseau d'adhérents sur toute la chaîne de valeur de la bioéconomie. Et vous êtes venu partager les enjeux de l'organisation de la demande. Yanel en a parlé tout à l'heure, la demande pour cette biomasse, qui est une ressource finie pour laquelle on va avoir de plus en plus de demandes pour différents secteurs. Et du coup, finalement, comment on va aussi organiser cette demande.
Pareil, je continue le petit glossaire. En quelques mots, la bioéconomie, la biomasse. Alors, bonsoir. Donc, c'est également un plaisir de pouvoir être présent parmi vous. Donc, la bioéconomie, c'est quoi? C'est finalement la valorisation de la biomasse. Donc, on va partir de la biomasse et l'idée, ça va être de la transformer pour aller finalement fabriquer différents produits, molécules durables pour différents secteurs d'activité ou différents marchés que vous utilisez tous les jours chez vous, en cosmétique, pharmacie, les carburants également, les matériaux également. Et l'idée aussi, c'est aussi de proposer en fait des alternatives aux composés ou aux produits fossiles pour pouvoir aussi réduire l'impact carbone de nos usines et donc de notre économie. Et on y reviendra sur tout ça. Merci beaucoup encore de votre présence. Décidément, je ne pouvais pas faire pire en fait en plan de table. C'était fait exprès. C'était pour mettre un peu d'animation, pour me tourner à chaque fois. Nicolas Joland, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, alors vous en l'occurrence, vous savez bien ce que vous voulez en faire de cette biomasse, puisque ça fait plus de 20 ans que vous travaillez à l'adaptation des moteurs thermiques aux biocarburants et à leur introduction de plus en plus conséquente dans leur utilisation. Vous avez fait une dizaine d'années au sein de l'Institut français du pétrole, des moteurs et des énergies nouvelles. Et vous avez mené des projets d'intégration de ces biocarburants à la fois pour des moteurs terrestres et pour l'aviation. Vous êtes depuis plus de 8 ans l'expert chez Safran des biocarburants de l'aviation civile, membre, voire leader d'un certain nombre de commissions au niveau, et de groupes de réflexion au niveau européen pour le développement d'une aviation décarbonée. Vous en connaissez bien les contraintes techniques spécifiques, ce qui fait la spécificité de l'aviation, et c'est aussi ce sur quoi vous nous éclairez ce soir. On verra notamment avec vous l'introduction importante de carburants durables, ce qu'elle sous-entend comme organisation pour le transport aérien, comment gérer, alors non plus la concurrence de la demande, mais la concurrence de solutions pour la décarbonation de l'aviation. Justement, pour introduire un petit peu votre propos, quelle est la différence majeure que vous touchez du doigt tous les jours entre le carburant aérien et le carburant terrestre, qui a introduit depuis très longtemps maintenant un pourcentage de biocarburant dans son mix? Tout à fait. Donc, merci beaucoup de l'invitation. C'est vrai qu'on peut se dire, mais on parle de déploiement des SAF actuellement pour l'aérien, alors qu'en fait, des biocarburants, ça fait 20 ans ou 25 ans qu'on en utilise dans le transport terrestre. Donc, qu'est-ce qui fait? Pourquoi est-ce qu'on est en retard? Au final, on n'est pas du tout en retard. C'est juste qu'il faut garder en tête que l'aérien, l'utilisation de ces carburants dans l'aérien, doit prendre en compte les spécificités de l'aérien. Et ces spécificités qui font que c'est un domaine complètement différent du transport terrestre, on va dire qu'il y a 3 grandes spécificités. La première, c'est la sécurité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est la décarbonation, c'est la priorité numéro 1, mais elle ne se fera jamais au détriment de la sécurité des personnes. Et il est clair, typiquement, et je peux en témoigner pour avoir vécu ça, on a mis sur le marché des carburants pour le transport terrestre dont on savait que ça allait poser des problèmes. Maintenant, la question était de se dire, bon, le nombre de véhicules qui va tomber en panne est-il acceptable ou pas vis-à-vis de... Voilà. Mais il était permis qu'un véhicule s'arrête. Il n'est pas permis qu'un avion s'arrête. C'est absolument inenvisageable. Donc la sécurité numéro 1. Deuxièmement, on est sur un domaine qui est mondial. C'est-à-dire qu'en fait, des solutions locales telles qu'on peut les trouver pour le transport terrestre ne peuvent pas être appliquées au niveau aérien. Du E85 qui n'est pas le même que le E85 en Allemagne, qui ne va pas être la même chose que le E20 que vous trouvez aux États-Unis, etc. C'est des choses qui ne sont pas envisageables pour le transport terrestre. Et le troisième, c'est la question, on va parler un petit peu technique, du rayon d'action, du fait que forcément un avion doit aller loin, en tout cas il doit aller à sa destination sans pouvoir faire le plein au milieu. Donc ça signifie que des tas de solutions qui sont possibles pour le transport terrestre, mais qui vont entraîner une augmentation de la consommation, etc., ou des tas d'énergies qui sont possibles pour le transport terrestre, on peut parler de véhicules électriques par exemple, ne sont pas applicables pour le transport aérien. Donc la question, elle n'est pas qu'on est en retard, c'est juste qu'en fait, on a fait les choses en prenant en compte l'ensemble de ces contraintes, qui font que maintenant, au contraire, le fait qu'on arrive à une solution qui soit totalement safe, totalement compatible avec les flottes existantes, qu'on puisse de façon complètement transparente utiliser ces carburants, c'est une sorte de révolution silencieuse finalement. Merci pour cette introduction. Et on va finir le tour de table avec Monsieur Philippe Fonta. Bonsoir. Alors,
alumni ENAC, il faut quand même le préciser. Vous avez fait un parcours très varié au sein d'Airbus, en passant par les études techniques, le marketing, le développement durable dès les années 2000, avant d'en devenir le responsable RSE en 2007. Vous êtes impliqué au niveau de l'OACI, au sein du groupe environnemental des constructeurs. Et vous avez fait partie de plusieurs organisations mondiales pour la coordination justement des acteurs industriels sur les questions du développement durable, notamment au World Business Council for Sustainable Development, et enfin dans votre propre société de conseil, puis au sein du Business for Social Responsibility, où vous êtes aujourd'hui directeur industrie et transport Middle East et Europe, également sur des sujets industriels et financiers. Vous faites enfin partie donc, du board de l'ENAC et vous êtes professeur au sein de l'École nationale d'aviation civile, notamment sur le sujet du SAF pour les prochaines générations d'acteurs. Justement, à ce titre, alors vous, quand on a préparé cette conférence, vous m'avez dit les biocarburants, c'est une révolution technique aussi importante que le passage des turbopropulseurs au moteur jet. Donc, on en est encore aux discussions ou bien pour vous, ça y est, on voit une filière concrète se mettre en place pour cette révolution? Alors c'est une grande question. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité ce soir et aussi féliciter donc, les équipes, Étienne et tous les gens d'ENAC Alumni qui ont travaillé avec ADP pour faire cette réunion, parce que pour faire démarrer un groupe d'ENAC Alumni dans une entreprise ou dans une région, c'est très compliqué. Donc bravo d'avoir réuni autant de monde ce soir. Félicitations, j'espère que ça va continuer comme ça et qu'on va pouvoir tous travailler ensemble où qu'on soit au niveau des ENAC Alumni. Alors pour essayer de répondre à cette question, je dirais oui et non. En fait, c'est une révolution qui est peut-être aussi importante que le passage du turbopropulseur au jet. Pourquoi? Parce que si vous regardez ce qui s'est passé dans l'aviation, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On est passé de 3 pilotes à 2 pilotes. On est passé de 4 moteurs à 2 moteurs. Il y a plein de choses qui ont changé. Mais il n'y a qu'une chose qui n'a pas changé depuis le début, c'est le carburant. Et là, tout d'un coup, on parle d'un autre carburant qui va pouvoir être utilisé, soit en mélange, soit peut-être à terme à 100% d'utilisation. Donc c'est vraiment une révolution. Donc déjà, ça coupe l'herbe sous le pied, si je peux dire, sans que ça ait une connotation agricole, mais ça coupe l'herbe sur pied à certains oiseaux de mauvais augure qui disent quand il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus d'aviation. Bon, déjà, on verra qu'on peut voler avec autre chose que du carburant fait à partir de pétrole. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on appelle disruptif, qui va changer beaucoup de choses. Mais en même temps, je dirais non, ou je nuancerai cette réponse-là, parce que en fait, toutes les évolutions qui ont été faites, qu'elles soient incrémentales ou qu'elles soient une rupture technologique, c'était toujours à l'intérieur du secteur. Et aujourd'hui, cette révolution, elle va venir de la demande du secteur, de faire des choses. Peut-être il faudra à terme modifier un petit peu certains moteurs ou certains systèmes, mais pas énormément. Mais c'est surtout les gens qui vont vous approvisionner en carburant qui sont différents et qui vont vous apporter des types de carburants différents, donc des métiers différents, donc des ressources différentes, des façons de le produire qui sont différentes. Et donc ça, il va falloir être capable de travailler avec eux pour faire avancer tout ça. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir une table ronde, qui d'ailleurs n'est pas une table ronde, c'est un panel, mais bon, mais avec des gens qui viennent d'horizons divers et variés, mais qui vont tous avoir un rôle à jouer dans cette initiative. Merci beaucoup. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet de l'explication et du concret de cette table ronde. Je reviens vers vous, Mohamed, justement, pour que vous nous expliquiez un petit peu mieux le sujet de l'utilisation de la biomasse. Qu'est-ce qu'on en fait? Quels sont aujourd'hui justement les concurrents d'utilisation de cette biomasse et surtout comment on la transforme? On parlait de prix des carburants, des biocarburants. C'est beaucoup dû à la technologie de production. Donc, qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur le marché? Et pour ça, je vais faire appel à support technique caché à l'arrière pour changer ce qui est affiché derrière moi. Magique. Alors, je vous ai fait quelques slides
assez rapidement, donc ça c'est une présentation rapide de Bioeconomy for Change. Donc vraiment on a un pôle de compétitivité, hein, on fait partie des premiers qui ont été créés en 2005, vraiment sur la question de la bioéconomie. Bon, vous avez quelques informations et surtout on a 5 thématiques. Donc ça va, comme je le disais, hein, ça va vraiment de la ressource. Alors je suis désolé parce que c'est un peu anglicisé. Donc les bioressources, donc il n'y a pas de faute d'orthographe, jusqu'aux bioénergies. Et donc du coup, en fait, l'idée c'est d'avoir une approche systémique de la valorisation de la biomasse. Et ça va être une vraie question qui va se poser de plus en plus et qui sera encore plus vraie dans les prochaines années avec l'émergence de nouvelles filières comme celle des SAF. On peut passer à la suivante si vous voulez. Voilà, donc du coup, je vous ai juste mis un petit panorama de quelques bioressources ou intrants qui sont mobilisés pour la production de SAF. Donc vous avez à la fois tout ce qui concerne la partie production agricole, donc les huiles. Ensuite, vous avez les algues. Donc ça va devenir aussi une réalité parce que une grosse question se pose de plus en plus. Ça va être la disponibilité des gisements de biomasse. Les déchets municipaux également, qui va être encore une réalité parce qu'à partir de 2024, je crois, il y a la mise en place de la loi AGEC avec le tri obligatoire à la source. Donc, ce qui fait que derrière, on aura accès à un nouveau gisement de biomasse. Les huiles de friture également, les résidus agricoles et enfin le CO2 ou le monoxyde de carbone qui va être utilisé comme matière première pour produire les SAF. Donc voilà. Donc alors après, autour de cette ressource, finalement en fait, aujourd'hui il y a 7 technologies qui sont certifiées par l'ASTM D7566 qui est vraiment la norme. Donc il y a quelques technologies qui ont été citées par Yanaël tout à l'heure. Donc notamment il y a le Fischer-Tropsch qui est déjà un des premiers procédés de production de SAF à partir d'un mélange hydrogène, monoxyde de carbone, CO2. Et là, vous allez vers les hydrocarbures avec une transformation thermochimique. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. S'il y a besoin, on pourra revenir sur le sujet. Ensuite, après, vous avez le process HFA, donc, qui est produit à partir en fait, d'huile alimentaire usagée et également à partir d'une animale, etc. Donc, c'est un des process notamment qui est utilisé par Total Energy pour produire les SAF que vous utilisez notamment au niveau du Bourget. Avec des blendings qui vont jusqu'à 50%. Ensuite, après, vous avez des productions de SAF à partir de sucre également. Donc, tout ce qui est la partie fermentation, à partir d'alcool, donc ce qu'on appelle l'alcool to jet ou l'ATJ. Donc, il y a 2 process. Vous allez partir de 2 matières premières, soit à partir de l'isobutanol ou soit à partir de l'éthanol. Et enfin, vous avez d'autres process, donc plutôt catalytiques, et puis également un process autour des algues. Alors, ces process-là, ils sont vraiment à des niveaux de maturité qui sont relativement bas. Donc, du coup, vous allez voir que les fourchettes de prix, j'ai pris très large. Je suis monté jusqu'à 10 fois parce qu'en fait, ces process-là, aujourd'hui, ce n'est pas du tout commercialisable parce que ça coûte énormément cher. Et ce qui coûte cher, c'est le pré-traitement de la matière. Parce qu'en fait, il faut faire exploser les algues pour pouvoir accéder à l'huile et après faire la transformation. Et ce process de transformation, de pré-traitement des algues coûte beaucoup d'argent. Donc après, je vous ai mis quelques chiffres assez rapides sur les impacts. De SAF liquide, moins 65%. Donc ça, c'est selon l'étude de l'ADEME, parce qu'ils ont fait des études avec 3 scénarios pour décarboner le transport aérien en septembre 2022. Et après, les e-fuels également, moins 88% par rapport au kérosène. Alors, le management de la ressource. Bien sûr, c'est une vraie question. Alors là, je vous ai mis un petit peu les verrous parce que vraiment, c'est les verrous auxquels la filière elle est confrontée aujourd'hui. Il y a un premier verrou qui est un verrou économique. Parce que comme l'a dit Anaël, il y a le prix par rapport au kérosène jet A1 qui peut aussi beaucoup ralentir parce que ça fait une augmentation d'OPEX non négligeable pour les compagnies aériennes et ce qui fait que derrière, ça limite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un gros travail à faire et qui va être fait sur la massification de la production parce que, pour pouvoir réduire les coûts. Ensuite, vous avez finalement le deuxième verrou, c'est la disponibilité de la biomasse. Et là, il y a une vraie question. Alors, on a eu des premiers retours de producteurs de SAF qui nous disent que finalement, aujourd'hui, le gros problème qu'ils ont, c'est la disponibilité en quantité suffisante de biomasse mobilisable pour la production de SAF pour répondre à la demande. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de biomasse, même pour produire les 1%, c'est un peu compliqué.
Donc, et là-dessus, il y a une vraie question vraiment de concurrence d'usage. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Alors, pourquoi on parle de carburant durable pour l'aviation et pourquoi on ne parle pas de biocarburant? Parce que le gisement qui est vraiment utilisé, c'est un gisement qui ne rentre pas en compétition d'usage avec l'alimentation. Donc ça veut dire aussi que c'est des gisements qui sont déjà mobilisés par des filières existantes. Vous avez la filière gaz renouvelable avec l'hydrogène, le biométhane, notamment la méthanisation, les procédés thermochimiques qui mobilisent déjà ce gisement. Vous avez les biocarburants de deuxième génération à partir de biomasse sylvicole ou lignocellulosique également. Donc du coup, les SAF vont arriver, vont émerger et du coup, ils vont venir mobiliser cette biomasse. Et je pense que ce qui est vraiment important, et c'est ce qu'on voit nous dans notre réseau, c'est qu'il faut avoir une approche systémique pour gérer la ressource. Non pas en compétition d'usage, mais peut-être se mettre tous autour de la table de manière très pragmatique et concrète, de se dire, voilà, il y a différentes filières qui sont en train d'émerger, comment on peut mobiliser et comment on peut gérer de manière optimale le gisement en biomasse, parce qu'on sait qu'il va y avoir des grosses compétitions à terme sur ce gisement-là. Et ça va être vraiment le gros défi auquel on va être confronté. Et si on n'arrive pas à gérer ce point-là de manière coordonnée, les filières vont avoir du mal à émerger. Parce qu'il va y avoir une compétition, notamment sur le... quand on dit compétition au niveau de la ressource, ça va avoir un impact directement sur les prix de la ressource et donc du coup des business plans de certaines filières qui peuvent être revus ou remises en question. Et du coup, ça peut freiner finalement le développement de certaines filières au détriment de l'émergence de d'autres. Et je pense que voilà, donc c'est vraiment important. Et enfin, il y a l'aspect technologique. Et pour moi, ce qu'on voit de plus en plus avec les échanges qu'on a avec les producteurs de SAF dans le réseau, c'est la nécessité d'industrialiser la filière. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu des choses qui ont été lancées, mais on n'a pas une filière qui est complètement industrialisée parce qu'on a des process, mis à part l'HFA qui est déjà à maturité industrielle, les autres process de production que je vous ai présentés, ils sont au stade de démonstrateur industriel. Ils ne sont pas encore à l'échelle, ce qu'on appelle sur l'échelle de maturité, à TRL 9, qui est la production. Et donc, du coup, il y a une nécessité d'accélérer cette industrialisation et par conséquent, en accélérant finalement cette industrialisation, on va avoir un impact sur une réduction de coûts. Et donc, du coup, derrière, par conséquent, ça sera des produits qui seront utilisés par le transport aérien et pourra atteindre finalement les objectifs de décarbonation qui sont fixés, donc le net zéro en 2050. Bon, là, je vous ai mis quelques exemples de projets, notamment vous avez Total, vous avez Nestlé, qui est vraiment qui se développe beaucoup, notamment dans les pays nordiques. Ensuite, vous avez DG Fuels. Vous avez un nouveau partenariat qui a été lancé, Biotijet. Donc, en fait, c'est un consortium, un partenariat entre Élysée Énergie, Avril et IFPEN. Donc, ces acteurs-là, ils sont dans notre réseau, ainsi que Total. Et enfin, vous avez Axens aussi, donc notamment qui a lancé aussi des choses, et Sky Energy, Gevo et Philips. Donc, tout ça, c'est des exemples de projets qui sont en émergence pour pouvoir finalement aller vers l'industrialisation et produire donc du carburant pour décarboner la filière. Voilà, j'espère que c'était clair. Merci Mohamed pour cette présentation, enfin cette premier niveau d'explication. On comprend bien qu'un des enjeux premiers, c'est justement la disponibilité de cette biomasse et comment on est autorisé à l'utiliser, sous quels critères on va passer de carburant durable à biocarburant pour le SAF. Et donc justement, effet de manche, au tout début de cette production, il y a notamment... donc au début de cette production un peu sous tension, on l'a évoqué, il y a vous, Christian Dagneau, qui faites face justement à une certaine forme d'irrégularité des rendements, dans un contexte climatique de plus en plus contraignant. On l'a vu très récemment avec les sujets aussi de sécheresse, d'accessibilité à l'eau. Pourtant, vous ne voyez pas d'opposition, donc on le disait en introduction, entre la disponibilité d'une ressource pour l'alimentation et pour ce type de filière énergétique. Pouvez-vous déjà nous expliquer un peu mieux ce qui se passe quand on produit un hectare d'oléoprotéagineux et comment on peut répondre à ces deux besoins? Bien, donc déjà, peut-être revenir juste avant sur la biomasse, parce que c'est quand même le sujet. En fait, on a deux sources d'énergie, celle qui était produite à partir de la biomasse qui s'est transformée en énergie fossile,
C'est un peu ça, je crois, à l'origine. Hein. Et puis la biomasse qui se produit en direct sous l'effet de la photosynthèse. Et je dirais que la biomasse, elle nous tombe du ciel, hein, parce que l'énergie solaire, la biomasse, c'est la photosynthèse, c'est la combinaison de rayonnement du soleil, de température et puis de l'eau. Voilà, donc si on n'a pas un de ces éléments-là, il ne se passe rien. Et je prends toujours l'exemple, quand vous parliez d'adaptation climatique qui nous préoccupe au quotidien. La vie sur Terre n'existe que là où le végétal se développe. Et si on prend un exemple, par exemple le désert, on a on a la température du soleil, mais il nous manque l'eau, donc on n'a pas de végétal, donc il n'y a pas de vie, pas de biodiversité. À l'opposé, on prend les sommets ou alors les pôles. Donc là, on a beaucoup d'eau, mais elle est sous forme solide. Et il peut y avoir du rayonnement, mais il n'y a pas assez de température, donc il n'y a pas de vie. Il n'y a pas au moins en aérien. Et puis après, au milieu de la Terre, il y a les tropiques. Donc là, on cumule la température, rayonnement et eau. Et là, on a une production de biomasse maximum. Donc l'idée pour nous, c'est de reproduire un petit peu ce modèle-là, là où on est. Et sur le continent dans lequel on est, donc mais le pays, même la France, on a la chance d'avoir quand même une quantité d'eau qui tombe du ciel qui est relativement importante. Donc puisqu'on a entre 600 et 900, voire 1000 mm qui tombent par an. Donc c'est plutôt bien pour l'instant, même si à terme, ça va peut-être baisser un peu. On a des périodes où il fait un peu froid l'hiver, un peu chaud l'été. Et donc, notre métier, c'est d'essayer de produire le maximum de biomasse. Et cette biomasse, elle a pour vocation de faire soit de l'alimentation animale, donc de l'herbe, mais on peut aussi faire des graines. Voilà, donc au stade où on va récolter et le type d'espèce, on va pouvoir en faire plusieurs choses. Et avec un oléagineux, donc on va prendre l'exemple du colza peut-être, hein, puisque c'est quand même celui qui est le plus emblématique au niveau des biocarburants. Et vous avez parlé d'Avril hein, dans les groupes qui étaient. Avril fait partie de cette structure, cette filière oléoprotéagineuse qui s'est structurée dans les années 70. On avait besoin de la crise du pétrole et on avait besoin aussi de protéines françaises. Et donc, en fait, quand on cultive du colza, donc le colza c'est une culture parmi d'autres que l'on cultive sur une exploitation. On va dire, on en fait à peu près entre 3 et 7, 8 cultures. Donc l'objectif, c'est qu'elle tourne. Donc on ne peut pas faire du colza tous les ans au même endroit. Donc on a une rotation. Et cette graine, lorsqu'on l'écrase, elle va produire environ, on fait à peu près 4 tonnes de graines. Avec ces 4 tonnes de graines, on va faire 1000 litres d'huile qui peuvent être destinées à du biocarburant. On va faire 500 litres d'huile alimentaire, hein, type le sieur par exemple, pour parler du groupe Avril. On va faire 100 kg ou 100 litres de glycérine. Et dans le même temps, on va faire 1900 kg, donc la moitié, de tourteaux de colza qui sont très riches en protéines. Et pour répondre à la question, comment on peut répondre aux doubles enjeux, avec cette culture, on répond aux doubles enjeux. C'est-à-dire à chaque fois qu'on écrase une graine, on produit de l'huile alimentaire, on produit des protéines végétales, donc indispensables pour l'alimentation animale en France et en Europe, et on produit des huiles pour faire du biocarburant. Donc nous, on force beaucoup sur cette culture-là, parce que à chaque fois, plus on produira de colza, plus on produira des protéines made in France, et moins on importera de soja issu de la déforestation, etc. Donc ça, c'est un premier objectif. Et ce qu'il faut, c'est qu'on trouve le débouché aussi pour les huiles. Donc on ne va pas consommer 3 fois plus d'huile en France. Donc c'est pour ça qu'il y a eu la filière des biocarburants qui s'est développée. Alors ça a été dit, on s'est d'abord occupé de décarboner le transport routier. Donc il y a vraiment un gros succès sur cette filière-là. On est maintenant aussi sur le biofuel. Voilà, donc il y a des chaudières qui vont devoir être interdites demain, qui tournent au fuel, donc qui vont être interdites. Donc on est en train de proposer un carburant aussi, un biocarburant pour ces filières-là. Et puis après, il y a le sujet du SAF. Alors comment on peut répondre? C'est-à-dire aujourd'hui, c'est la réglementation qui nous bloque sur tous les sujets. En termes de production, pour ceux qui travaillent avec les États-Unis ou d'autres pays, on s'aperçoit c'est plus facile de faire du SAF là-bas que chez nous. En tout cas, nous, on est soumis à la réglementation. On se donne beaucoup d'objectifs, d'ambition, de décarbonation, d'introduction de biocarburants durables. Et puis finalement, on ne s'occupe pas de la base. Donc aujourd'hui, on ne peut utiliser que des cultures qui ne sont pas concurrentielles donc, à l'alimentation humaine. Et donc ça nous laisse peu de marge. Mais il y a encore des opportunités, notamment ce qu'on appelle les cultures intermédiaires. C'est-à-dire lorsqu'on cultive, on
On récolte du blé au mois de juillet. L'année d'après, on va faire du colza qu'on récoltera aussi au mois de juillet. Et entre les deux, on a une période de temps où les terrains sont nus, où on fait ce qu'on appelle des couverts végétaux pour garder les sols couverts. Et on peut, en fait, sur ces périodes courtes, l'objectif, c'est de trouver des cultures qui ont un cycle très court que l'on pourra récolter. On le fait déjà pour la méthanisation, c'est-à-dire c'est des cycles courts qu'on utilise, qu'on ramasse sans fourrage et qui font du biogaz. Et l'idée, donc les tests aujourd'hui, c'est de tester des cultures à cycle court pour lesquelles on va récolter les graines et qui pourraient fournir des SAF. Voilà, donc même principe que du colza, mais sur des cycles beaucoup plus courts. Finalement, vous vous préparez à nous faire du biocarburant made in France? Oui, alors on fait déjà du biocarburant. Aujourd'hui, si vous croisez des camions ou des autocars dans les régions et qui tournent à l'oléosan, donc c'est un carburant qui a été spécifiquement mis au point, qui est 100% colza, 100% français, donc qui a permis aux transporteurs qui ont choisi cette énergie-là de décarboner, de baisser leur gaz à effet de serre de 65%. Simplement en ayant apporté une petite modification au moteur. Ou après, il y a les flottes nouvelles Mais voilà, donc on a pu réagir très rapidement. Pourquoi on a pu réagir rapidement? Parce que c'est une filière qui est très organisée depuis très longtemps. Et ça a été dit tout à l'heure, il faut que les filières soient industrialisées, il faut que les filières soient organisées si on veut répondre. Sinon, ça sera pas possible. Mais on a la chance dans cette filière Oléopro d'être bien organisée. Voilà, le groupe Avril est né de cette volonté. Il va fêter ses 40 ans prochainement. Est né cette volonté des producteurs de trouver des solutions et toujours dirigé par des agriculteurs d'ailleurs. Voilà, donc c'est quand même aussi c'est quand même un groupe important. Donc justement, si on veut faire la même bascule que le terrestre vers l'aérien, est-ce que, Nicolas, est-ce que nos avions sont prêts à accueillir ces SAF à l'échelle mondiale? Et surtout, finalement, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre une technologie dite plus durable comme l'hydrogène? Pourquoi il faut faire du SAF maintenant? Alors, bon, pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Safran, on est un équipementier aéronautique, donc on fait... Les gens d'Airbus n'aiment pas qu'on dise ça en général, mais on est capable de faire tout dans l'avion sauf l'avion. Voilà, bon. Je peux le dire, alors c'est bon. Voilà, bon, il y a les moteurs, bien entendu, connus pour les moteurs, mais également un autre point qui est assez important et qu'on a tendance à oublier quand on parle de carburant, c'est tout ce qui est le fuel system, c'est le réservoir, c'est tout ce qui va amener le carburant jusqu'au moteur, etc. Et c'est des choses qui doivent être prises en compte. Alors, une chose est claire, il y a beaucoup de questions encore qui se posent, on en discute là sur la disponibilité de la ressource, sur le coût, etc. Il y a une chose qui est claire, et ça, c'est indiscutable, si on n'a pas un déploiement massif et rapide de ces carburants durables, on n'arrivera pas à décarboner l'aviation. Voilà. On peut parler, et ça c'est du court terme, on est obligé. Après, on peut discuter de tas d'autres technologies qui vont arriver à long terme et qui sont là justement pour diversifier, pour permettre de venir en complément de ces SAF, en complément de ces biocarburants dont on voit qu'il y a plein de questions qui se posent autour de la disponibilité massive à long terme, etc. Donc il y a tous les travaux autour de l'hydrogène, il y a les e-fuels dont on parle aussi qui reviennent à combiner de l'hydrogène avec du CO2 qu'on capterait soit dans des fumées industrielles ou dans l'atmosphère pour faire ces carburants. Tout ça, ces technologies-là qui vont arriver après ne sont pas en concurrence avec les filières qu'on va développer maintenant. Ils vont venir en complément. Donc développer ces carburants durables, c'est absolument nécessaire. C'est absolument nécessaire parce que déjà, c'est la seule solution qui existe actuellement pour décarboner les flottes existantes. Ça, voilà. Décarboner un avion qui existe déjà, il n'est pas question de le rétrofiter pour faire l'hydrogène. Déjà, on ne sait même pas trop quelle tête aura un avion hydrogène, mais rétrofiter un avion existant pour faire l'hydrogène, ça, je ne sais pas. Des avions électriques, on voit tout de suite les limitations en termes de poids, etc. Donc, c'est des choses qui ne sont pas envisageables aussi dès qu'on veut aller un petit peu loin ou emmener un petit peu de personnes. Donc, de toute façon, ces carburants liquides sont nécessaires. Et non seulement ils sont nécessaires, mais en plus, ils sont complètement compatibles. C'est-à-dire que tout à l'heure, Mohamed a présenté les filières qui sont qualifiées au niveau de la STM. Cette qualification, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces filières-là, qui sont capables de produire des carburants à partir d'une ressource biomasse qui est très diversifiée, qui va des oléagineux, des huiles usagées, des déchets agricoles, des déchets d'ordures ménagères, etc., on peut d'ores et déjà le mettre dans n'importe quel aéronef au monde, que ce soit un petit, un gros, un hélicoptère, un avion militaire, jusqu'à hauteur de 50%, sans qu'il y ait le moindre changement, à la fois en termes de sécurité, en termes d'opération, en termes de logistique, etc. etc. C'est complètement transparent.
Et ça, on a travaillé depuis 20 ans ou 25 ans maintenant là-dessus. C'est un peu ce dont on discutait en aparté avant la table ronde. La problématique, c'est qu'on a tellement travaillé pour que ce soit transparent pour l'utilisateur final que du coup, les gens ont l'impression que c'est tout à fait normal. Ben non, c'est pas normal. C'est absolument pas normal de faire un carburant à partir de ressources aussi diversifiées et d'arriver à ce que ça fonctionne de façon optimale. Pendant les carburants aéronautiques ont été définis dans les années 50, les qualités actuellement, à partir de technologies qui existaient à l'époque, à partir d'une ressource qui était celle qui existait à l'époque, qui était les filières. Et pendant 50 ans, le discours à chaque fois, c'est « ça marche, surtout ne touchez à rien ». Et c'était vraiment l'objectif numéro 1. Hein. Si ça marche, surtout on ne touche à rien. Et là, on est en train de dire on va tout changer. La matière première, la façon de fabriquer le carburant, on va tout changer et ça va marcher tout aussi bien. Et c'est en ça que c'est une vraie révolution, même si ça paraît totalement anodin. Même si on vous dit, bah, vous voyez, vous l'utilisez tous les jours, vous n'avez même pas rendu compte. C'est là qu'est justement la révolution. La vraie révolution, c'est d'arriver à mettre ces carburants dans des aéronefs, partout dans le monde, sans aucun changement au niveau du fonctionnement, etc. Alors bien entendu, il y a des limites. On est tout à fait conscient de ces limites-là. Et les principales limites, en fait, elles ne sont même pas forcément en termes d'utilisation. En termes d'utilisation, le travail, il a débuté depuis longtemps. On est capable de mettre 50%. On va avoir une compatibilité à 100% très rapidement. On n'est pas sur de la science-fiction. Hein. C'est-à-dire que qu'on dit très rapidement, c'est qu'il va y avoir un grade 100% qui va être défini dans les 4-5 ans qui viennent. Hein. Voilà, donc tous les aéronefs seront compatibles avec ce grade à 100% SAF. Donc on pourra tout à fait avoir des aéronefs qui volent sans une goutte de pétrole. La difficulté qu'il va y avoir, c'est le déploiement industriel, c'est la disponibilité à long terme, et c'est réussir à créer ce marché. C'est réussir à, ce dont on discute aujourd'hui, hein, c'est réussir à trouver, à créer un marché pour un produit qui coûte 3 fois, ou 2 ou 3 ou 4, ou j'en sais rien, mais en tout cas qui coûte beaucoup plus cher que les carburants existants. Comment arriver à lancer la machine, comment arriver à créer cette demande qui va aussi créer une offre, qui va créer aussi l'alignement de tous les industriels pour fournir la matière première nécessaire, et puis arriver à lancer toutes ces machines. Et ça va forcément se traduire par un soutien politique fort. Alors, naturellement, voilà, on arrivera. Il y a des initiatives, hein, et puis les acteurs français sont très très impliqués là-dessus et ont été toujours leaders sur ces sujets-là pour lancer ces productions et cette utilisation de SAF. Maintenant, ce qu'on veut, c'est pas un vol de temps en temps. Ce qu'on veut, c'est un déploiement massif sur tous les aéronefs. Et ça demande un alignement et un soutien politique fort, soutien je pense, on commence vraiment à obtenir ces derniers temps, ce qui est vraiment très positif. Et justement, vous qui êtes notamment dans ces commissions européennes, est-ce qu'il y a une ligne européenne politique pour accompagner ce développement-là ? Alors tout à fait, que ce soit au niveau français. Alors déjà, au niveau français, on était précurseur avec l'engagement pour une croissance verte, qui était il y a quelques années maintenant, qu'on avait lancé ça avec une feuille de route de décarbonation, qui maintenant a été portée au niveau européen. Et on est en train de finaliser actuellement un texte qui s'appelle Refuel EU Aviation, donc Refuel EU, qui a pour but justement de définir une trajectoire d'incorporation de ces carburants durables au niveau européen, avec des objectifs ambitieux hein, qui vont jusqu'à, c'est encore en discussion, mais on va dire 70-80% de SAF à un horizon 2050. Donc c'est vraiment avec une trajectoire long terme d'ambition, de développement, etc. On voit qu'il y a également des tas d'actions qui se passent au niveau français. On a eu le 14 février dernier 3 ministres qui se sont mis autour de la table pour dire oui, cette filière on la soutient, donc l'industrie, la transition énergétique et puis le transport qui sont mis autour de la table en disant les SAF c'est nécessaire et on va y aller, et on va faire en sorte d'y aller. On voit qu'il y a énormément de choses qui se passent aux États-Unis également en termes de déploiement de filières. Donc voilà, il y a un mouvement qui se passe, il y a un vrai mouvement autour de tout ça. Et il faut maintenir le rythme et il faut l'accélérer encore pour arriver à cette décarbonation. Mais une fois de plus, un point très important, et ça c'est un message vraiment qu'on essaie de pousser, il ne s'agit absolument pas de dire on attend en attendant une éventuelle technologie miracle qui va arriver dans les années à venir, etc. On dit souvent, oui, mais pourquoi faire des SAF alors que bientôt il y aura l'hydrogène ? C'est pas ça, c'est absolument pas ça. La technologie miracle, elle existe, elle est là, ce sont les SAF. Et bien entendu, après, il faut
également déployer d'autres technologies pour venir en complément, mais absolument pas en concurrence. Il n'y a absolument aucune concurrence entre le développement des SAF actuels pour les avions actuels, les flottes existantes, les flottes long courrier, le développement de l'électrique pour les petits aéronefs, le développement de l'hydrogène pour des régionaux, etc. Tout ça, ça fait partie du même puzzle énergétique qui va nous amener à cette décarbonation à l'horizon 2050. Ça pose aussi des questions sur notre modèle aéroportuaire, parce que si on développe un petit peu seul d'imposer d'utiliser des SAF sur certains hubs, ça peut aussi avoir des impacts sur l'organisation du trafic aérien et des hubs. C'est un point aussi important pour avancer collectivement. Bah justement non, ça ne change rien. C'est ça qui est bien. Alors si, ça change quand même les choses, principalement pour les airlines. C'est la question économique. C'est vraiment ça qui est le nerf de la guerre actuellement. C'est la question économique. C'est de se dire, imposer des carburants et imposer des volumes de carburant très importants, ça permet de lancer les filières, ça permet de faire ça. Ça se fait de façon totalement transparente, à la fois pour la plateforme aéroportuaire, pour la logistique aéroportuaire, etc. Par contre, ça ne se fait pas de façon transparente pour l'airline qui va à la fin devoir payer le produit, avec un coût très important. Alors, on peut se dire, oui, mais bon, des coûts très élevés des carburants, on l'a connu par le passé. Il y avait quand même une différence fondamentale. C'est que par le passé, quand le baril de pétrole était à $150 le baril, tout le monde était soumis au même coût. Là, la vraie question qui se pose, c'est comment arriver à lancer ces filières-là sans qu'il y ait de distorsion de concurrence, notamment au niveau de ces hubs. Bien entendu, si on dit demain, à Charles de Gaulle, on impose 50% de SAF qui a un coût 2 fois supérieur, eh ben, les vols qui vont être en transit par Charles de Gaulle, ils vont être en transit par autre part, parce que là où le carburant sera moins cher. Donc la vraie question, elle est là. Elle est plus d'arriver à gérer cette problématique de distorsion de concurrence. Techniquement, actuellement, il n'y a absolument aucun frein au déploiement de ces filières-là. Il y a quand même une différence fondamentale, je le rappelle, entre les carburants terrestres et les carburants aéronautiques. C'est qu'un carburant durable aéronautique, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau chimiquement à un carburant existant. C'est-à-dire toute la problématique de production. C'est-à-dire qu'on s'est mis des contraintes supplémentaires en disant attention, les carburants qu'on l'on produit avec ces nouvelles filières, ils doivent être miscibles, fongibles, enfin, je ne sais pas quel terme utiliser, mais drop-in, je ne sais pas comment traduire ça en français, mais ça doit être totalement compatible avec les carburants existants, de fait que ce soit totalement transparent pour l'utilisateur final. Et après, bon, c'est à nous, fournisseurs de technologie, de gérer cette technologie. Alors, c'est pas simple d'avoir un carburant qui, un coup, passe d'une qualité carburant, entre guillemets, mauvaise. Soit dit en passant, il n'existe pas de qualité kérosène mauvaise. C'est ça qui est fort aussi. La qualité de kérosène, elle est bonne partout dans le monde, donc c'est un avantage. A une qualité qui sera extrêmement bonne en termes de soufre, etc. Cette alternance de carburant, c'est quelque chose, en effet, qui est plus compliqué à gérer. Mais le fait d'avoir justement d'être parti sur ces filières-là qui sont transparentes pour l'utilisateur, ça fait que non, notre but, justement, est que ce soit complètement transparent. À l'inverse, en termes de maintenance, on voit aussi des bénéfices. Et ça, on ne le dit pas assez souvent, c'est que ces carburants durables, ils ont un impact au niveau des émissions de CO2, mais ils ont aussi plein de bénéfices additionnels. Plein de bénéfices en termes de qualité de l'air sur la plateforme aéroportuaire. Ça va permettre de réduire les émissions de particules du moteur. Ça va permettre de réduire les émissions de produits soufrés du moteur. Ça va permettre de limiter la formation de dépôts dans les moteurs. Donc il va y avoir aussi un impact sur les maintenances. Il y a plein de bénéfices additionnels qu'on est encore en train de quantifier. Également sur les effets en haute altitude, dans les traînées de condensation, etc. Tous les effets hors CO2. Il y a plein de bénéfices additionnels qu'on est en train de quantifier pour justement ajouter ça au pot et dire, vous voyez, il y a le côté décarbonation, il y a également plein d'effets additionnels qui est ajouté, et tout ça de façon totalement transparente pour l'utilisateur. Philippe, on va un petit peu vous passer la parole. Justement, alors tout est prêt. Les moteurs sont prêts, les technologies ne demandent qu'à être industrialisées, les agriculteurs sont prêts à passer à l'étape suivante pour répondre à cette demande. Qu'est-ce qui manque? Quelle est l'étape qui pourrait être le prochain développement concret pour permettre à la filière SAF de se déployer pour nos compagnies et nos plateformes? Les sous. Il faut de l'investissement et du support politique pour faire avancer cette démarche. Il va y avoir une compétition entre différents secteurs, mais d'autres secteurs ont aussi d'autres solutions. Donc il faudra certainement que les pouvoirs publics disent, si on est je ne dirais pas en pénurie, mais en quantité insuffisante pour fournir l'ensemble des secteurs qui seraient candidats pour avoir ces ressources-là, il faudra peut-être donner la priorité à l'aérien,
qui lui, sur le long courrier, ne peut pas faire de l'électrique ou de l'hydrogène. L'électrique et l'hydrogène pourraient être complémentaires, comme l'a dit Nicolas, sur les courts courriers. Mais dès aujourd'hui, on peut faire avec du SAF, et dès aujourd'hui, on peut faire du long courrier avec du SAF. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer de trouver les investissements pour que ce SAF devienne à un prix qui soit abordable. Je prends souvent un exemple, mais les panneaux photovoltaïques, il y a 20 ans, c'était hors de prix. Ça avait une efficacité qui était approuvée. Aujourd'hui, les quantités de panneaux photovoltaïques qu'on déploie sont beaucoup plus abordables et beaucoup plus efficaces. Pourquoi ? Parce que ça a été énormément soutenu et ça a permis de développer des technologies plus efficaces et des quantités de panneaux photovoltaïques qui aujourd'hui peuvent permettre de faire des choses. Donc il faut essayer de développer ces SAF et de les développer et de les utiliser là où ils sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se pose pas la question, mais quand on va mettre du kérosène à Charles de Gaulle, on n'a pas puisé le pétrole et on ne l'a pas raffiné à Charles de Gaulle. Donc ça veut dire qu'il y a eu toute une filière de transport en plus qui a émis du CO2 en plus. Donc là, on aura des ressources qui sont beaucoup plus diversifiées dans des pays qui n'avaient pas accès à des marchés de fourniture de ressources d'énergie qui vont se développer. Et donc, il faut être capable, là où ça se développe, de pouvoir utiliser ce type de carburant. C'est très important. Et il faut en plus, c'est pour ça que ça prend peut-être un petit peu plus de temps, il faut avoir à chaque étape la fiabilité et la crédibilité de ce qu'on fait. Donc il faut être transparent, comme l'a dit Nicolas, et il faut être capable de démontrer que ce qu'on fait est fait avec rigueur et qu'on laisse peu de place aux petits farfelus qui voudraient venir jouer dans notre cours et vendre n'importe quoi, n'importe où. Parce que si, par malheur, il arrivait qu'on s'aperçoive que du SAF, ce n'est pas vraiment du SAF, une fois, tout le monde va tomber sur le secteur. Ça, c'est clair. Donc, il faut absolument qu'on soit très rigoureux dans le développement de ces SAF. Et donc, pour ça, ça prend du temps, ça prend des essais. Les essais, ça coûte cher. Le développement de ces carburants, ça coûte cher. Leur transformation, ça coûte cher. Ce n'est pas forcément avec des technologies qui sont toutes nouvelles et révolutionnaires. On a parlé de Fischer-Tropsch tout à l'heure. Fischer-Tropsch, on est tous tout jeunes, trop jeunes dans la salle, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, si vous regardez des anciens films, les voitures avec les gazogènes sur le toit, c'était une technologie Fischer-Tropsch. Donc c'est une technologie qui existe depuis longtemps. Il faut juste l'utiliser et l'adapter avec des nouvelles ressources pour faire des nouveaux carburants aujourd'hui. Et l'avantage justement de la complémentarité des SAF par rapport à d'autres technologies comme l'électricité ou l'hydrogène qui seront de toute façon nécessaires pour décarboner l'ensemble du secteur, c'est que si vous faites voler un avion à hydrogène et qu'il parte de Charles de Gaulle avec de l'hydrogène, à l'endroit où il va arriver, si on veut ramener l'avion, il faut qu'il trouve de l'hydrogène là-bas. Sinon, il va être coincé. Aujourd'hui, vous pouvez partir avec du SAF de Charles de Gaulle, arriver à un endroit où vous n'avez pas de SAF et revenir avec du carburant traditionnel, je dirais. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, c'est pour ça que c'est faisable, techniquement, en tout cas, de façon très rapide. Et il faut des sous. Donc on a besoin encore de convaincre. Pour convaincre, on a besoin d'inciter, de donner confiance. Pour ça, on a besoin de transparence, finalement, sur d'où ces produits, etc. Et ce que vous dites, c'est que c'est nécessaire aussi pour construire une vraie filière. Je crois que c'est un constat que vous partagez aussi avec Christian, puisque c'est aussi ce que vous nous partagez, c'est qu'en tant que producteur, vous avez besoin d'avoir de la visibilité sur cette filière-là, sur ses besoins, sur sa demande, pour aussi programmer votre production et vous projeter comme toute entreprise. Et c'est un vrai besoin que vous soulignez pour reproduire ce qui avait été fait dans la filière protéines. Et c'est ce que vous attendez pour pouvoir vous développer aussi sur la filière biocarburant. Alors plus largement, on attend ça sur l'ensemble de notre production.
Parce qu'on a dit qu'il fallait avoir... le politique aurait son importance, mais effectivement, il faut les choix politiques que l'on est en train de faire aujourd'hui, au niveau français, au niveau européen, vont avoir des conséquences très importantes sur notre avenir, en fait. Hein. Juste parce qu'on peut produire... en fait, si on veut produire, il vous faut 15% de plus. Vous voulez de la biomasse en plus. Aujourd'hui, on arrive déjà à peine à subvenir à notre souveraineté alimentaire en France. Et la politique agricole commune qui a été pour les années à venir, les spécialistes prévoient une production agricole qui baisserait entre 10 et 15%. Donc les impacts de la nouvelle politique agricole commune, où c'est plus vert, plus vertueux, donc ferait que la production agricole baisserait de 10 à 15%. Donc ce qui est énorme. Donc ça veut dire que si dans le même temps on doit répondre à des besoins supplémentaires pour fournir de la biomasse ou des énergies renouvelables, comment on va faire? Donc en fait, c'est un choix de société qu'il faudra faire. Soit potentiellement, on peut le faire sur les territoires en France, on peut produire plus, mais il faut nous autoriser, il faut nous donner les moyens. Et on parlait des investissements tout à l'heure pour la recherche, mais nous, au niveau de nos exploitations, on aura aussi besoin d'investir dans les nouvelles technologies pour répondre aux nouveaux enjeux. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'utiliser moins de pesticides, de ne plus utiliser l'azote. Mais on sait que sans ça, pour nous, la production elle va baisser de façon très conséquente. Aujourd'hui, vous avez vu, suite à la guerre en Ukraine, la flambée des prix alimentaires, hein, donc le prix de la bouteille d'huile, par exemple. On s'est aperçu qu'on importait une grosse partie de nos tournesols d'Ukraine. Voilà, enfin, nous, on le savait, mais les consommateurs, vous ne le saviez pas. Mais en tout cas, on importe 50% de nos fruits et légumes. 40% des poulets que vous consommez au quotidien sont importés. Et produits dans des pays, on ne sait pas trop comment ça se passe. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une réalité. Hein. La France était un grand pays agricole qui est en perte de vitesse. Donc, alors que nous, on se bat au niveau des filières. Au contraire, on a besoin de faire vivre nos territoires. On a un potentiel important de production. On a des infrastructures qui sont déjà en place. Donc, il suffit d'appuyer sur le bouton. Mais là, c'est pour ça que politiquement, il va falloir faire des choix. Soit on continue à importer notre alimentation et notre énergie renouvelable, ou pas renouvelable, hein, parce qu'aujourd'hui, quand on importe de l'énergie fossile que l'on consomme, elle n'a rien de durable, hein, avec les kilomètres qu'elle fait pour venir jusqu'à nous. Donc nous, au contraire, on peut produire de l'énergie, entre guillemets, en circuit court ou en local, durable, mesurable, voilà. Donc, où on mesure les impacts sur l'environnement, bien entendu, sur tous les éléments. Donc ça, c'est... Nous, la filière, on est prêt, on a toujours répondu présent, mais là, il faudra que le politique nous suive. Et quand il y a une réunion qui se passe avec 3 ministères, il en manque un. Ministère du Transport, ministère de l'Environnement et ministère de l'Industrie. Voilà, mais en fait, ils veulent tous la biomasse, mais... Oh, Marc Fesneau, là, le ministre de l'Agriculture, il faudrait peut-être aussi lui faire appel, parce que si l'agriculteur ne produit pas de biomasse, il n'y aura rien à se partager. Hein. Donc voilà, c'est revenir aux bases, mais voilà, on est prêt, les filières sont prêtes, mais politiquement, il faudra faire des choix. Voilà. Donc si on veut du biocarburant durable, ben, je pense que les agriculteurs français ont un rôle important à jouer, mais les agriculteurs européens aussi. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile, hein, puisqu'il n'y a pas le farm to work de la politique agricole commune. Voilà, c'est le pays de la liberté d'entreprendre. Nous, on n'est pas du tout dans ce domaine-là en ce moment. Je fais un petit clin d'œil avec l'eau, hein, donc, puisque c'est un débat important. Sans eau, il n'y aura pas d'agriculture demain, il n'y aura pas d'alimentation, il n'y aura pas de biocarburant. Voilà, donc ceux qui ont... Lorsqu'on a des projets pour construire des réserves, pour mettre de l'eau, que l'on pompe l'été pour irriguer nos cultures l'été, on les pompe l'hiver pour irriguer les cultures l'été, ce n'est que du bon sens. Voilà, donc venez, si vous avez des questions, venez sur le terrain, on vous expliquera tout ce bon sens. Mais que lorsqu'on irrigue, on n'est pas là pour... on irrigue simplement votre alimentation de demain et peut-être aussi les biocarburants. Parce que je répète, on a cette capacité-là à répondre au double enjeu. Et voilà, appuyons sur le bouton, mais certainement politiquement. Et puis vous nous rappeliez aussi que c'est avoir de la visibilité, en tout cas pour cette production, c'est aussi une façon de continuer d'attirer des plus jeunes pour investir sur ces productions-là. Oui, c'est un enjeu aussi important. Dans les 5 à 10 ans qui arrivent, la moitié des exploitants actuellement en place vont partir en retraite.
Donc voilà, il y a un enjeu un enjeu de renouvellement de génération. Si on n'est pas capable de leur donner des outils, des exploitations rentables qui font envie, où il fait bon vivre à travailler, voilà, on va perdre un sacré enjeu. Et quand on parle de durabilité, il y a un point qu'on oublie souvent. Donc la durabilité, c'est 3 points, 3 piliers: l'économie, l'environnement et le social. Voilà, et le social, on l'oublie souvent. Mais en fait, les femmes et les hommes qui vont produire demain de biocarburants ou ce qu'ils vont mettre en œuvre et le travail qu'on va leur demander, il faut que ça soit socialement aussi acceptable. Voilà, il faut qu'ils en vivent, mais aussi il faut que ça soit des métiers où il fait bon vivre. Voilà. Et aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc voilà, ne pas oublier la partie sociale non plus des 3 piliers de la durabilité. C'est un message important. Voilà. Et donc, si vous avez des jeunes dans votre entourage, on vous ouvre grand les bras parce qu'on a besoin de jeunes filles et de jeunes hommes motivés pour relever les défis de la souveraineté alimentaire de demain. Christian recrute, donc il récupère les CV à la sortie de la salle. Philippe, justement, tout à l'heure, on parlait de Total Energy qui fournit une partie du SAF dans nos plateformes. C'est qui aujourd'hui les acteurs de production du SAF? Est-ce que c'est les grands, comme ça, les grands industries traditionnelles, finalement? Ou est-ce que c'est des nouveaux acteurs? C'est qui un peu les profils des entreprises? Il y a un peu de tout, mais je dirais que les plus proactifs à se lancer, à prendre des risques, ce n'est pas forcément les plus gros. Mais ça se passe dans tous les secteurs. Hein. C'est, celui qui a inventé la lampe à incandescence, il ne faisait pas des chandelles avant. Il y a toujours eu des disrupteurs qui sont arrivés. Celui qui a inventé le moteur à vapeur, il ne faisait pas des diligences. Voilà, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne de l'extérieur pour secouer un petit peu. Et puis après, peut-être que ces nouveaux entrants qui commencent à développer des choses à petit volume n'auront pas les ressources nécessaires pour aller au volume dont on a besoin. Et peut-être que les gros vont arriver et vont travailler avec eux ou les manger tout cru pour faire des choses. Mais aujourd'hui, si on regarde par exemple sur le site de l'OACI et qu'on regarde les différents fournisseurs qui existent et ceux qui se sont engagés à fournir, on trouve les gros, on ne les trouve pas dans les 5 premières places. Ils sont là, ils sont dans le classement, mais ils ne sont pas parmi les premiers. Donc ça changera peut-être, hein, mais voilà, on en est là. Mais il est important de toute façon que ça bouge. Et donc, si c'est les plus petits qui doivent faire bouger, on y va. Au moins pour démarrer certaines choses et prendre des risques et essayer de développer des filières qui peut-être ne seront pas économiquement rentables, même si elles sont techniquement faisables. Et puis après, s'il y a des investissements, s'il y a des plus gros qui viennent et qui ont des moyens supplémentaires pour faire que la filière elle devienne économiquement rentable, on y va, on travaille ensemble et on se déplace. Pour en citer quelques-unes, on avait Sky Energy, NST, oui, c'est encore un sujet de start-up. On a vu quelques noms dans les slides de Mohamed. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, même avec un tarif à 2 fois, 3 fois, on a de plus en plus d'airlines qui prennent des engagements d'achat de carburants alternatifs durables. Donc il y a une demande. Il faut que cette demande s'accroisse encore plus, mais il faut qu'il y ait la production qui suive et qu'on puisse répondre à cette demande. Et ça, pour l'instant, on n'en est pas là, loin de là. Même si, en 2022, je crois que les SAF qui ont été utilisés dans l'aviation ont augmenté de 200% par rapport à 2021 ou quelque chose comme ça. Mais quand on parle de peu, 200%, ça fait un plus gros peu. Si je puis parler comme ça. Pour finir ce tour de table, je repasse la parole à Mohamed. Qu'est-ce que vous attendez des acteurs de l'aérien? Vous avez beaucoup parlé de la nécessité de mettre les acteurs autour de la table pour y aller, pour justement organiser cette demande. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure à ces acteurs de l'aéroport, enfin l'aérien et de l'aéroportuaire particulièrement représentés ce soir?
Ce que je veux dire, tout simplement, dans notre réseau, nous, on a beaucoup de producteurs de biocarburants. Avril est là, on a les Tereos, Cristal Union, on a Elise qui nous a rejoint récemment. Je pense que vraiment, l'objectif qu'on a et l'organisation qu'on a, c'est vraiment d'avoir une approche systémique en ayant en fait vraiment une approche transverse entre toutes les filières. Ça va du bois énergie jusqu'au gaz renouvelable. Et je pense que les acteurs du monde aérien, ils ont leur place chez nous. Et on a besoin d'eux pour vraiment discuter, parce que c'est vraiment une filière émergente. Et finalement, le seul moyen de pouvoir atteindre ces objectifs de décarbonation ou d'atteindre du net zéro carbone en 2050 va passer par une concertation et travailler en commun, tous ensemble, pour pouvoir à la fois manager de manière optimale la ressource. Et puis également aussi, il y a un point qui est quand même très important, c'est qu'en fait, on a les gisements qui sont... parce que quand vous regardez un petit peu la cartographie des gisements, ils sont assez dispersés sur le territoire. Ils ne sont pas concentrés. Donc le problème qu'il va y avoir, c'est que vous allez avoir des gisements un peu partout sur le territoire. Donc c'est soit... il faut aussi réfléchir à la stratégie de production. Soit on produit localement, mais ça veut dire que vous allez avoir des unités, des petites unités qui vont être un petit peu dispersées sur le territoire. Et du coup... La deuxième question qui arrive derrière, c'est comment on gère la logistique pour acheminer le carburant vers les hubs, parce que tout le territoire n'est pas maillé. Et la deuxième option, c'est de se dire on va vers une massification, mais ça veut dire qu'il faut déplacer le gisement vers le site de production. Et donc, du coup, automatiquement, on va générer une empreinte carbone. Et donc, du coup, la durabilité de la production va être aussi impactée, parce que finalement, la durabilité se calcule de la matière première jusqu'à l'arrivée chez le client et la consommation. Donc c'est l'empreinte carbone globale. Et aussi, il y a un autre point aussi qui est important au niveau européen, et je pense que ça va aussi impacter les SAF, c'est la réglementation des énergies renouvelables. Je pense que vous avez dû entendre parler de la RED, ce qu'on appelle la RED 2, voire la RED 3 qui est en discussion, voilà, où vraiment il y a vraiment un accent assez fort qui est mis sur la durabilité, mais c'est à la fois la durabilité de la matière première, la durabilité des process de production, mais également la logistique qui rentre en compte. Et tout ça, il ne faut pas le négliger. Donc finalement, aujourd'hui, en effet, les acteurs du monde aérien, donc on a besoin de vous. Vous êtes les bienvenus, parce qu'on a beaucoup d'acteurs qui sont présents au sein du pôle B4C, ou Bioeconomy for Change, pardon. Et donc du coup, voilà, vous êtes les bienvenus. Et puis vraiment, je pense qu'il y a une belle histoire à écrire, qui nous permettra en fait d'atteindre vraiment ces objectifs de décarbonation et donc du coup d'impact de limiter le réchauffement climatique, où je pense qu'aujourd'hui on est tous conscients, on le vit, on l'a vécu en 2022, les impacts, et qu'aujourd'hui le dérèglement climatique c'est une réalité et non plus quelque chose d'imaginaire. Voilà. Merci pour cette conclusion. On va se garder quelques minutes enfin pour des questions de votre part. N'hésitez pas, au pire on en a noté certaines que vous aviez posées en ligne, donc vous êtes cités, donc n'hésitez pas à poser les questions. Voilà, merci. Oui, bonsoir, Marie-Antoinette Santoni, je suis directrice du développement durable chez Air Corsica, donc je voulais déjà apporter le témoignage d'une compagnie aérienne. Je pense que c'est important à ce niveau de la discussion. C'est un sujet qui nous préoccupe énormément chez Air Corsica, mais je suppose que c'est le cas dans d'autres compagnies aériennes, bien évidemment. Je vais vous faire part simplement d'une petite, non pas anecdote, mais notre histoire. Il y a le mandat d'incorporation, vous avez fait référence précédemment, donc qui impose aux essenciers de fournir 1% de biocarburants aux compagnies aériennes. Et ces essenciers nous refacturent ce fameux 1%. Alors, moi, je m'adresse aux essenciers, on en a plusieurs et je ne vais pas en citer un en particulier, en leur disant très bien, vous nous facturez ce 1% de SAF, puisque le mandat d'incorporation s'impose à vous, mais nous, on aimerait bien le voir, ce SAF, et on aimerait même communiquer en disant, ben voilà, on a une ligne Calvinis qui représente 2% de notre consommation annuelle de carburant. On se dit, eh bien, on va concentrer tout ce SAF sur cette ligne Calvinis,
Et d'un point de vue, je dirais, il y a cette traçabilité et on pourra communiquer sur cette ligne-là. Et il n'y a aucun des essentiels qui est capable de nous dire, et d'un, produire des biocarburants à Nice, bon, même si ce n'est pas Aéroport de Paris, mais quand même, ça reste quand même un aéroport français avec un fort trafic. Calvi, n'en parlons même pas, hein, il n'est même pas question de penser à approvisionner les aéroports corses en biocarburants, et là, on parlera de coûts de transport, j'imagine aussi. Bref, non, ce n'est pas possible. Le biocarburant arrive au Havre. Ensuite, il y a un blend, il est mélangé au jet A1 et vous satisfait. Voilà, c'est le 1% qu'on mélange à bon, très bien. Et quelles preuves pouvons-nous avoir sur cette traçabilité? Eh bien, il faut payer. Et on vient d'avoir l'information, elle est tombée aujourd'hui. Les enseignants nous disent 50 centimes de plus le litre pour avoir la fameuse Proof of Sustainability. Tout ça pour dire que, quand on vous écoute, et c'est très intéressant, et merci à Aéroport de Paris et à Alumni d'avoir organisé cette conférence, je me déplace d'Ajaccio pour venir. Et je n'ai pas le sentiment d'avoir perdu mon temps. Mais quand même, pour nous, compagnie aérienne, on se trouve dans une situation... Alors, nous sommes une compagnie aérienne régionale, on adhère à l'ERA et c'est une problématique que rencontrent les autres compagnies aériennes régionales. Je ne sais pas s'il y a un représentant d'Air France qui pourra témoigner aussi de la situation pour une compagnie nationale comme Air France. Mais nous, en tant que compagnie aérienne régionale, on se heurte à ce problème-là. On voulait aussi travailler avec Aéroport de Paris, s'appuyer donc sur les assistants aéroportuaires pour faire en sorte qu'il y ait cet approvisionnement de SAF sur nos plateformes aéroportuaires. Mais très sincèrement, vous disiez tout à l'heure qu'il y a 20 ans, le photovoltaïque nous coûtait énormément et que ça, on n'a pas 20 ans aujourd'hui. Il est difficile de se dire, on attend 20 ans pour avoir du biocarburant disponible sur tous nos aéroports et un carburant qui soit accessible en termes de prix. Voilà, donc ça, c'est une vraie problématique. Et j'ai une petite question à poser. Moi, je crois beaucoup dans le e-carburant par rapport à la question, et je suis désolée, c'est pas que je veuille le mettre en concurrence, mais aurons-nous, justement, s'il y a aussi cette question de, je dirais, de court terme, puisque nous n'avons pas assez de disponibilité de biomasse aujourd'hui, est-ce que l'avenir n'est pas au e-carburant, avec la problématique de l'hydrogène vert, j'en conviens, mais nous, compagnie aérienne, on est un petit peu pragmatique et on aimerait savoir ce qu'on pourra faire dans les prochaines années. Je vais juste dire deux mots par rapport à ça. C'est assez surprenant parce que cet après-midi, on avait la suite de ce groupe interministériel qui a été lancé le 14 février. Il y a un groupe de travail qui a été fait et on avait une réunion cet après-midi. Et justement, avec la FNAM, c'est ce qu'on a mis sur la table, de dire on a une situation qui est un peu schizophrénique actuellement, de se dire il faut qu'on déploie ces SAF qui sont complètement transparents. On a travaillé pour que ce soit transparent, etc. Sauf qu'on veut les mettre en avant quand même. Une fois que c'est mélangé, bah, ça disparaît, on ne sait plus où il est. Sauf qu'on veut savoir où il est parce que la personne qui paye, elle a envie forcément, elle a envie d'avoir les bénéfices. Elle a envie de dire oui, voilà, ces SAF, ils sont bien dans mon avion, ils sont bien, etc. Sauf que, bah, pour l'instant, c'est des choses où on met à la consommation au plus proche de fournisseurs et tout ça, après, c'est complètement mélangé. Et donc ça, c'est des vraies questions qui se posent, avec notamment toutes les questions du book and claim, etc. Comment est-ce qu'une personne, un utilisateur qui va mettre de l'argent, qui va vouloir peut-être aller plus loin même que des mandats d'incorporation, quel bénéfice il va en retirer, comment il peut justifier ça auprès de ses utilisateurs en disant bah, vous voyez, bah, moi je fais des réels efforts et bien parfois je vous demande de faire des efforts vous passagers, sauf que derrière vous n'avez absolument pas la preuve que l'argent que vous mettez soit vraiment dans l'avion que vous utilisez. Alors certains vont dire ok, le principal c'est que ce soit mis à la consommation quelque part. Néanmoins, il y a ces vraies questions qui se posent de communication autour de tout ça et de s'assurer qu'en effet bah c'est ça, il soit reconnu quelque part. Par rapport au e-fuel, c'est des questions qui agitent beaucoup aussi le monde aérien. Alors nous, Safran, on a investi il y a 2 ou 3 ans maintenant une société qui s'appelle Ineratech aux États-Unis, en Allemagne, pardon, qui a des technologies de ce type-là et qui justement a des projets au niveau de certains aéroports. On en a parlé à M. Goldaden, notamment au niveau de l'aéroport de Nice, savoir comment on pouvait faire des choses au niveau local. La problématique qu'il va y avoir derrière, et on revient à la question qu'on avait sur la question de la réglementation, c'est que tant qu'on n'aura pas une réglementation claire, notamment au niveau européen, et parmi cette réglementation, il y a la question de se dire quelle électricité on utilise et quel CO2 on utilise, ces filières-là, pour l'instant,
elles sont entre guillemets un peu bloquées à une situation purement locale, simplement parce que voilà, actuellement on n'est même pas sûr qu'un carburant qui soit fait à partir d'électricité bas carbone ex-nucléaire, donc typiquement français, soit reconnu comme un carburant durable dans les législations à venir. Donc personne pour l'instant va investir dans ce type d'unité, ça va être beaucoup d'argent parce que le risque est que voilà, tant que ce ne sera pas clair sur les marchés électricité bas carbone, sur d'où vient le CO2, etc., il y a ce problème d'investissement. Alors après, ce sont quand même des unités qui sont aussi d'une technologie largement supérieure en termes de complexité, etc., qui demandent encore un certain nombre d'ajustements, un certain nombre d'améliorations en termes d'efficacité énergétique. Donc une fois de plus, c'est pas quelque chose qui est en concurrence avec des filières SAF qui sont disponibles actuellement. Voilà, ça va se développer. On espère que ça va se développer le plus rapidement possible pour venir en complément de tout ça. Maintenant, même si nous, on a investi dans une société de ce type-là et qu'on met beaucoup d'espoir dedans, une fois de plus, c'est absolument pas pour remplacer ces biocarburants pour des raisons de disponibilité et de diversification des ressources indispensables. Si je peux compléter ce que disait Nicolas, je comprends tout à fait votre problématique. Vous voudriez avoir ces 2% sur la ligne Nice-Calvi. Mais la problématique qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il vaut mieux, si on a la disponibilité, assurer le transport de ces 2% et à Nice et à Calvi en émettant du CO2 pour que vous puissiez l'avoir effectivement dans votre avion sur cette ligne-là, ou est-ce qu'il vaut mieux le produire, être utilisé à l'endroit où il est produit, pour autant que vous ayez un certificat qui dit que vous avez investi pour cette quantité de fuel, de SAF, et que ce SAF soit utilisé ailleurs, par exemple. Je vais vous prendre 2 exemples. Le premier, c'est vous achetez de l'électricité verte. OK, vous prenez un contrat avec un fournisseur, vous achetez de l'électricité verte. Rien ne garantit que chez vous, quand vous allez brancher l'ordinateur ou la recharge du téléphone, vous allez avoir des électrons verts qui arrivent. Mais on fait confiance à ça parce qu'on sait que dans le système, il y a quelque part la quantité d'électricité verte pour laquelle vous avez peut-être payé un premium pour acheter de l'électricité verte. En discutant dans un des groupes de travail avec quelqu'un de United Airlines, alors lui, il ne l'a pas fait comme moi, il l'a fait avec un billet de $10, mais il a dit voilà ce qu'il faut. Ça, finalement, qu'est-ce que c'est si on réfléchit? C'est un certificat où tout le monde s'est mis d'accord que ça avait une certaine valeur, qui est de 10 €. Ce certificat, il est déposé dans un registre à un endroit, qui est une banque ou un compte que vous avez ouvert quelque part, et il reste dans ce registre jusqu'à ce que quelqu'un aille l'acheter, jusqu'à ce que moi, je sois allé à l'ATM et que j'ai récupéré ce billet de 10 €. Mais ce certificat de 10 €, rien ne me prouve, et je peux même être sûr que ce n'est pas ce billet-là qui a été mis sur mon compte par mon employeur quand il m'a payé mon salaire. Mais on s'est tous mis d'accord que ça avait une certaine valeur. Et donc, si on arrive à dissocier la valeur, le bénéfice environnemental de la molécule de fuel, et que vous puissiez avoir et démontrer que vous avez ce bénéfice environnemental parce que vous avez investi et que ce fuel soit utilisé ailleurs, à un endroit où on va minimiser le transport de ce fuel, en tout cas, tant qu'on n'a pas la quantité suffisante pour avoir du fuel partout, c'est sûrement dans cette optique-là qu'il faut passer. Ce qui veut dire, bien entendu, beaucoup de rigueur dans la définition des certificats, du registre, de l'endroit où ils sont mis. C'est tout ça qui est en train de se développer actuellement, qui n'est pas encore complètement fait, mais qui va devoir passer, au moins dans un premier temps, par une dissociation du bénéfice environnemental de la molécule de SAF elle-même. C'est ce qu'on appelle le book and claim. Alors, par rapport au e-fuel, en effet, ça peut être une solution puisqu'on va mobiliser donc du CO2 ou du CO. Mais encore une fois, comme l'a dit Nicolas, en fait, le gros problème qu'il va y avoir, ça va être l'hydrogène. Donc, de un, il y a la couleur de l'hydrogène. Est-ce que rose, vert, gris, bleu? Ça, c'est la première question. Ensuite, en effet, au niveau européen, actuellement, il y a la réglementation qui est en cours de discussion, notamment avec les RNFBO. Donc, pour savoir si l'hydrogène
on va dire rose, qui est produit à partir du nucléaire et considéré comme étant durable ou autre. Parce qu'il y a plusieurs couleurs d'hydrogène. Je vous enverrai. Ouais, il y a les 50 nuances d'hydrogène. Je pourrais vous envoyer il y a un site internet avec les différentes couleurs. Mais vraiment, ce qui est vraiment important, c'est en fait, ce qui va limiter, ça va être vraiment le coût de l'hydrogène. Parce qu'avant avant la crise énergétique, l'hydrogène, ça variait entre 3 et 6 euros le kilo. Là, aujourd'hui, on a le coût de l'électricité qui a augmenté de manière non négligeable. Donc, du coup, fatalement, l'hydrogène a augmenté. Et vous avez automatiquement besoin d'hydrogène pour faire votre transformation. Et en plus de ça, les process qui sont utilisés pour passer du gaz, parce que c'est vraiment la chimie du gaz cette fois-ci, pour aller vers de l'hydrocarbure, c'est vraiment des technologies qui sont quand même assez pointues. Et là, du coup, il faut valider le process, etc. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, ces process, on est plutôt à des... Alors, je suis désolé, je vais utiliser l'échelle de TRL, c'est l'échelle de maturité. On est plutôt aux alentours de TRL 6-7, c'est-à-dire on est près de la démo. C'est plutôt l'alcool to jet, ces process-là, ou le Fischer-Tropsch, où on est plutôt à des niveaux de maturité qui sont quasiment industriels. En fait, il n'y a plus qu'à mettre un petit, on va dire, une petite pichenette ou un petit coup de pied pour faire en sorte qu'on aille vers l'industrialisation. Donc ce qui va se passer, c'est que je pense qu'il faut avoir une approche pragmatique en se disant, on a des SAF qui arrivent à niveau maturité, on va déjà décarboner avec ça, comme l'a expliqué Nicolas, et puis derrière, on va utiliser les autres filières qui vont arriver pour rajouter un supplément pour continuer cette décarbonation. Mais il faut le démarrer maintenant parce que sinon, on n'arrivera jamais à tenir la trajectoire. C'est impossible. On va bientôt aller voir le public pour parler du développement des aéroports, de nos aéroports. Il va falloir qu'on les regarde dans les yeux et qu'on leur dise que le transport aérien va se décarboner. Si je vous regarde tous les quatre, est-ce qu'aujourd'hui, un mandat d'incorporation en 2030 à 10-15%, c'est plausible? Joker. La question, c'est est-ce que le mandat est possible ou est-ce que la livraison de 10% en 2030 est possible? La deuxième, je pense. Bon, donner un mandat, c'est facile. Dire, il faut que vous ayez 10% en 2030. Est-ce qu'on l'aura? Je ne sais pas. Ouais, plausible, je pense que ça peut être faisable. Parce que ça peut se développer très très vite. Mais possible, si vous me demandez de m'engager aujourd'hui, ça va être plus compliqué. Mais il n'y a pas 36 solutions. Il faut que ça se développe très vite. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on dit qu'il faut que ça se développe très vite qu'il faut faire n'importe quoi. Et donc, je préférerais qu'on soit à 8% en 2030 en ayant été sérieux que d'être à 10% en 2030 en ayant fait n'importe quoi. Alors nous, depuis côté Safran, depuis longtemps, on milite pour le 10%. Après, c'est facile, entre guillemets, pour nous, parce qu'on n'est ni utilisateur final, ou très peu. On l'utilise dans tous nos moteurs actuellement. Tous les moteurs qui sortent de la chaîne sont testés avec 30% de SAF actuellement. Ça fait quelques millions d'euros, mais ça n'a rien à voir avec les surcoûts qu'il y a pour les airlines. Donc on n'est ni producteur, ni utilisateur final. Donc c'est facile pour nous de dire il faut 10%. Simplement, pourquoi on milite pour ce 10%? Simplement parce que on dit on veut un message ambitieux, il faut des objectifs qui sont ambitieux. Enfin, si on commence à dire il faut un développement massif et qu'il dit ouais mais bon allez on va commencer doucement, tranquillement, etc. C'est pas logique. Ceci étant dit, là on est en train de perdre du temps. C'est-à-dire qu'actuellement là le Refuel.EU qui était en trilogue et où on attendait tous la réponse pour Noël. Là après c'était mars, maintenant c'est avril et peut-être qu'on aura la réponse avant l'été. Une chose est claire, ce qui va limiter le taux d'incorporation, le développement à un horizon 2030, ça va être les investissements. Monter une unité de production, ça demande un certain temps, ça demande un certain nombre d'années, etc. Donc, dans tous les cas, plus on prendra la décision tard, quelle qu'elle soit, plus on a de chances de rater la chose. Donc il faut qu'on fixe très rapidement un objectif, qu'on espère nous être le plus ambitieux possible, avec tous les mécanismes qui vont bien derrière pour s'assurer que ça se passe bien. Et puis après, voilà, au moins on aura un objectif clair. Actuellement, personne ne peut investir réellement
Tout simplement parce que derrière, voilà, les textes, ils sont pas figés, on ne sait pas. Il y a encore plein de questions qui se posent sur la ressource, sur l'électricité, sur le CO2, sur les objectifs d'incorporation, etc. Tant que tout ça sera pas clair et figé et qu'on saura exactement où on va, de toute façon, personne n'investira. Et à ce moment-là, donc un 6, un 10, la question se posera même plus, quoi. Juste rajouter sur ce que tu disais, je pense que l'élément contraignant, ça va être la production et les investissements liés à la production. Ce ne sera pas les contraintes ou les investissements liés à la demande, même si c'est plus cher pour les compagnies aériennes. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, moi dans ma boîte et dans d'autres secteurs, on voit une tendance qui commence à devenir une tendance dure, où les grands groupes qui veulent compenser leur scope 3 en émissions, c'est-à-dire le déplacement de leurs collaborateurs, le déplacement de leurs produits. Vous avez par exemple l'industrie du luxe qui utilise beaucoup l'aérien, puisque l'aérien en matière de cargo, c'est 1% du volume, c'est 35% en valeur. Donc ça veut dire que ça déplace essentiellement des choses qui doivent être déplacées vite, en sûreté et arriver au bon endroit. Donc ces gens-là commence à se dire, pour mes collaborateurs qui vont à l'autre bout de la planète en réunion, etc., soit je leur dis de ne plus y aller. Si les transports ils sont courts, je leur dis de ne plus prendre l'avion et de faire autre chose, ce que je pense on ne veut pas dans cette salle en tout cas. Soit je commence à regarder les SAF. Et dans ce cas-là, j'investis pour acheter une certaine quantité de SAF, où je sais pertinemment que les SAF ne seront pas dans l'avion que mon collaborateur il va prendre, mais ils seront dans un autre avion, et on en revient à la discussion de tout à l'heure. Mais je vais investir pour que j'ai identifié que mes collaborateurs, ça correspond à tant de CO2 par an. Je vais investir pour avoir un certificat environnemental à la fin, ou différents certificats environnementaux qui me disent que j'ai acheté des SAF qui me permettent une réduction équivalente au voyage de mes collaborateurs pour leur voyage professionnel. Et donc ça, c'est une tendance qu'on voit se déplacer dans les grands groupes et commencer à devenir une lame de fond. Donc ce ne sera pas la demande qui va poser problème, ce sera la production qui va le poser. Assez rapide. Et je pense qu'il y a aussi un autre facteur qui va aussi accélérer, c'est les crédits carbone. Parce que je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça arrive de plus en plus au niveau européen. Et là, il y a vraiment un vrai marché qui est en train de se structurer autour de ça. Et je pense que ça va être un facteur qui va aussi qui peut aider à accélérer la production de SAF. Et donc, du coup, un besoin de décarboner avec des crédits qui permettront de financer aussi tout ça. Je vous arrache le micro, sinon on sera là jusqu'à tard. Comme il y a une biomasse assez intéressante qui nous attend dans l'autre salle, je vous invite à continuer les échanges et vos questions autour d'un moment un petit peu plus festif. Merci à vous quatre d'être venus jusqu'à nous ce soir. Vous avez de plus en plus d'auditoires, donc rendez-vous la fois prochaine. Vous avez au Stade de France. Je crois, Mathilde, qu'on a une mère Noël qui se cache dans la salle, donc je vais demander à Alice de venir avec un petit remerciement pour nos intervenants. Pour vous repartir avec un souvenir de cette belle session. Et il y en a également un pour Mathilde qui a énormément travaillé pour la préparation de cette table ronde qu'on peut également applaudir. Ah non, c'est pour moi. Je le partagerai avec toi, Étienne, promis. Il y a dans le sac une maquette d'avion. Alors on n'a pas trouvé de maquette de Paris Aéroport, de groupe ADP, mais il y a quand même un clin d'œil sur l'industrie aéronautique européenne. On peut se donner le pari d'avoir dans cette même maquette d'ici 5 ans ou 7 ans du biocarburant à hauteur de 50%. Très bonne soirée à tous et la salle cocktail vous êtes ouverte au fond de la salle. Merci à tous.